Et pour commencer cette émission, nous sommes avec deux sénateurs. Céline Boulay-Espéronnier, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente du groupe d'amitié France-Royaume-Uni ici au Sénat. Vous connaissez bien sûr très bien le Royaume-Uni. On va en parler avec vous. Et puis Olivier Cadic, vous êtes avec nous en duplex. Merci également d'être avec nous, sénateur des Français de l'étranger. Vous vivez à Londres. Vous nous direz ce que la reine représentait pour l'Angleterre et pour les Anglais. Une Angleterre qui est évidemment plongée dans la tristesse ce matin. Avant de vous entendre, on va regarder ce portrait de la reine Elisabeth II. Il est signé Audrey Vuetaz et Gaspard Flamand. Il est 19h40 en France, quand de l'autre côté de la Manche, la BBC interrompt ses programmes. Le présentateur vêtu de noir prononce les mots que tous les Britanniques redoutent. Le palais de Buckingham vient d'annoncer la mort de Sa Majesté, la reine Elisabeth II. La reine s'est éteinte dans l'après-midi à l'âge de 96 ans, dans son château privé de Balmoral en Écosse, entourée de sa famille proche, dont ses 4 enfants. Celui qui est encore à ce moment-là le prince Charles, la princesse Anne et les princes Andrew et Edward. Les médecins de la reine avaient alerté sur son état de santé préoccupant. C'est par un tweet que la famille royale annonce officiellement son décès. La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Elle aura régné un peu plus de 70 ans sur le Royaume-Uni, un record de longévité pour un monarque britannique. En juin dernier, elle célébrait d'ailleurs son jubilé de platine, l'une des dernières apparitions publiques, entourée de la famille royale et de tous ses sujets. Une vie au service de la monarchie. En 1952, à la suite du décès de son père, le roi George VI, la princesse Elisabeth devient la reine Elisabeth II, sous les yeux des caméras, à tout juste 25 ans. Elle aura vu défiler pas moins de 15 premiers ministres, de Winston Churchill au milieu du XXe siècle à Liz Truss, qu'elle a rencontrée mardi dernier. Elisabeth II incarnait pour beaucoup la stabilité inébranlable malgré les crises. 8 Britanniques sur 10 disaient apprécier son action, et ce, malgré des périodes plus sombres. Après la mort de la princesse Diana en 1997, la reine a attendu 5 jours pour s'exprimer publiquement, expliquant avoir voulu protéger ses petits-enfants, une attitude que la population lui a alors reprochée. L'histoire de la reine d'Angleterre est aussi intimement liée à celle de son mari, le prince Philippe, celui qu'elle considérait comme son roc et son soutien. Elle a accompagné et conseillé tout au long de leurs 70 ans de vie commune. La reine lui avait fait ses adieux en avril 2021. Après le décès de sa mère, le prince Charles a décrit un moment de grande tristesse. Il devient désormais le roi Charles III, chargé de régner sur le Royaume-Uni et le Commonwealth. Céline Boulay-Espéronnier, Elisabeth II, c'était une vie de reine. Quelle a été votre réaction hier en apprenant son décès ? J'ai été triste. D'abord, j'ai de grands amis dans le peuple anglais. J'ai été en empathie avec eux. Je sais à quel point ils étaient attachés à leur reine. C'était le ciment du peuple britannique. Elle incarnait vraiment le Britannique. C'était la Grande-Bretagne. Et c'était ce symbole d'unité qui a traversé les époques avec cette longévité extraordinaire qui est presque anachronique aujourd'hui, où le monde est en proie à des divisions, à des stratégies de communication, à des changements. Elle incarnait cette stabilité avec toujours ce sérieux, cette humilité surtout, cette stabilité et ce sens du devoir qui dépasse les stratégies de communication et qui d'ailleurs touche toute la famille royale. Très souvent, on a parlé du fait qu'elle aurait pu se destituer au profit de Charles, qui attendait depuis des années de régner. Eh bien non, elle a assumé jusqu'au dernier moment son rôle de reine. Rappelez-vous son discours d'intronisation lorsqu'à 25 ans, elle devient jeune reine et qu'elle explique que sa vie soit longue, qu'elle soit courte, jusqu'à son dernier souffle, elle sera le monarque britannique qu'elle a été. Elle a tenu parole jusqu'au dernier moment. C'est en tout point admirable. Oui, on va revenir évidemment sur sa vie. Olivier Cadic, vous, quelle a été votre réaction ? On rappelle que vous viviez au Royaume-Uni, dans le Kent. On imagine que ça a été une émotion particulière pour vous ? Évidemment, je vis au Royaume-Uni depuis 25 ans maintenant et que, comme tout le monde, j'ai été très attristé par cette nouvelle. La disparition de la reine Elisabeth II ne laisse personne indifférent, bien sûr. On savait qu'elle était très diminuée. Il y a 3 jours à peine, elle recevait la nouvelle première ministre, Liz Truss, à Balmoral. Il lui était impossible de revenir au palais de Buckingham, donc c'était quand même un signe important. L'annonce de son décès hier a malgré tout été une surprise, un vrai choc pour tout le monde. Le Royaume-Uni pleure sa reine. Qu'est-ce qu'elle voile de représentait, tristesse qui Elisabeth tombe II, sur le monde pour le entier. peuple britannique ? Pardon ? Qu'est-ce qu'elle représentait, Elisabeth II, pour le peuple britannique ?
Ben vous savez, elle incarne la résilience des Britanniques face à l'adversité. C'était la dignité en toutes circonstances. Et je crois qu'elle conservera à jamais une place dans l'imaginaire collectif britannique. Ils ont une profonde affection pour leur souveraine. Et certains vivent ce départ comme un traumatisme, un deuil familial. On le ressent avec les échanges qu'on peut avoir avec certains. Et vraiment, je veux profiter de l'occasion pour adresser toute ma sympathie, toute ma solidarité au peuple britannique, car ils vivent, même si c'était attendu, ils vivent une vraie épreuve avec ce départ d'une personne qui va rester comme une légende. Est-ce que les Britanniques que vous connaissez bien, au-delà d'avoir perdu leur souveraine, ils ont le sentiment d'avoir perdu une mère, une grand-mère? C'est ça, ils ont, vous savez, tous ont un rapport avec la reine. C'est un règne qui a duré 70 ans, donc vous imaginez, elle s'en va à l'âge de 96 ans, donc pratiquement tous les Britanniques sont nés en connaissant la reine Élisabeth II, je crois qu'il y a... Donc dans le cœur de chaque Britannique, la reine, c'est un rapport à la tradition. La couronne, c'est le signe de la continuité nationale, mais elle a aussi accompagné le changement, la modernité. Et d'ailleurs, la Première ministre, hier soir, Liz Truss, a rappelé dans son allocution que la reine était un roc sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été fondée. Puis je pense aussi aux propos du président de la République qui a rendu hommage à une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays, son siècle. Il a tout à fait raison. Mais il a rappelé aussi que la reine était également une amie de la France. Et ça, c'est peut-être un message qui devrait inspirer la nouvelle Première ministre. Oui, on va revenir évidemment sur cette déclaration d'Emmanuel Macron, mais sur Élisabeth II, c'était un lien évidemment affectif entre elle et les Britanniques. Olivier Cadic disait Élisabeth II, c'est aussi le Royaume-Uni moderne. Est-ce que c'est aussi la place du Royaume-Uni dans le monde, Élisabeth II? Est-ce que si le Royaume-Uni en est là dans le monde, c'est grâce à elle? Elle est l'une des personnalités les plus connues. Mais de toute évidence, il y a une spécificité britannique. Et il suffisait de voir, moi j'ai été très touchée par l'aspect et l'annonce du journaliste de la BBC hier qui incarnait vraiment ce deuil. Et on sentait tout le deuil du peuple britannique à travers ce journaliste de la BBC. La BBC, vous savez, qui avait été omniprésente lors de son couronnement, et elle faisait rentrer d'une certaine manière avec son couronnement cette jeune femme, la Grande-Bretagne dans la modernité déjà. Rappelez-vous qu'elle s'est imposée dans un monde d'hommes, qu'elle a vécu la Première Guerre mondiale, qu'elle conduisait des camions, parce qu'elle était sous-lieutenant dans l'armée terrestre. Et qu'elle a voulu, avec son mari, que son couronnement soit télévisé. Soit télévisé. Une forme de modernité à l'époque. On voit une forme de modernité. Elle fait rentrer son couronnement dans les foyers des Britanniques. Donc, non seulement elle incarne le peuple britannique, mais il y a ce lien fusionnel entre le peuple britannique et la reine, et bien évidemment ce rayonnement dans le monde. Et d'ailleurs, l'émotion aujourd'hui, elle est mondiale, et tous les chefs d'État, c'était un chef d'État, lui rendent hommage, et on sent cette émotion palpable qui n'a rien du tout d'anecdotique ou du ressort de la midinetterie. Bien au contraire, elle est vraiment très sérieuse, très ressentie, cette émotion. C'est elle qui a donné, Olivier Cadic, sa place particulière au Royaume-Uni dans le monde, de par sa personnalité. Non. Face au destin, elle a toujours été exemplaire. Elle a incarné les valeurs morales, la résilience de tout un peuple. Et très jeune, ma collègue Céline l'a rappelé, elle a eu une conscience aiguë de son rôle dès son premier discours. Et en 1940, elle avait 14 ans seulement, elle a prononcé un discours à la BBC. C'était pour donner courage aux enfants devenus orphelins ou qui devaient être évacués pour fuir les bombardements à Londres. Et déjà, elle était parfaite, sincère. Et elle le disait, je suis avec vous. On parle de modernité par effectivement le fait que son mariage avait été télévisé, mais c'est juste que dans la manière d'annoncer son départ par un tweet, ça montre qu'elle a tout suivi, toute cette évolution. Elle incarne quelque chose de très profond. Elle incarne aussi, on le disait, on va en parler, l'unité du Royaume-Uni. La reine d'Angleterre est décédée dans son château de Balmoral, en Écosse, au moment où l'Écosse connaît des velléités d'indépendance. Est-ce qu'on peut voir une signification à ce décès en terre écossaise ?
Non, je crois que non. Non. Ça n'a pas de rapport là. Je crois que la reine a quand même toujours incarné justement cette unité du royaume. Maintenant la Grande-Bretagne, l'Écosse fait partie de la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Elle incarne cette unité. Maintenant, elle a vécu aussi ce démembrement. Quand on voit ce que représentait le Royaume-Uni quand elle est devenue reine et ce que c'est aujourd'hui, et effectivement avec ces menaces d'implosion dans le prolongement du Brexit, effectivement, mais elle a toujours su incarner quand même cette union. Donc là, aujourd'hui, je pense que la problématique est différente. C'est rendre hommage, tout le monde est dans l'émotion, rendre hommage à cette personnalité exceptionnelle qui nous aura tous marqués. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est concentré là-dessus. Vous êtes d'accord? Il ne faut pas y voir un signal politique dans ce décès en terre écossaise? Moi, je pense sincèrement qu'on y voit le signal qu'on a envie d'y voir. Et je pense que c'est très symptomatique qu'au moment même de sa mort, on se pose cette question-là. Il faut rappeler que l'Angleterre traverse une triple crise assez exceptionnelle. L'Angleterre est rentrée en récession. Il y a une crise économique, il y a une crise politique et de fait une crise sociale. Et ce symbole d'unité incarné par la reine va peut-être aller au-delà de son décès. C'est en tout cas ce qui est en train de se passer. Et on peut y voir le symbole qu'on souhaite. Et je trouve ça symptomatique et intéressant très personnellement. Donc ça veut dire que ça peut ressouder ce Royaume-Uni, peut-être atténuer ses velléités d'indépendance chez certains Écossais? En tout cas, par exemple, sur la famille royale, on voit qu'elle l'a réunie temporairement autour d'elle. On espère que ça va durer. On a quelques craintes là-dessus, mais le symbole de la famille royale étant le symbole de toute la nation, on peut espérer que, en tout cas, cela jouera sur la crise avec l'Écosse. Oui, évidemment. Effectivement, cette famille royale, elle finit son règne, Élisabeth II, avec une extraordinaire popularité. Pourtant, elle a connu évidemment 70 ans de règne, des hauts, des bas, aussi bien sur le plan politique que sur le plan personnel, avec peut-être un symptôme en 1997, au moment de la mort de Lady Di, où là, la monarchie a quelque peu vacillé. La monarchie a pu montrer à un moment qu'elle avait pris des distances, peut-être bien involontaires, avec le peuple. Lady Diana était la princesse du peuple. On a vu toutes les réactions. Je pense que peut-être que la reine, à ce moment-là, n'avait pas mesuré, mais ça a duré 2-3 jours. Elle s'est rattrapée ensuite, en faisant un discours d'ailleurs assez émouvant. Et je me rappelle des commentaires à l'époque qui disaient qu'elle était dans son rôle et qu'elle n'était jamais vraiment sortie de sa réserve. Et 5 jours après, elle avait montré, en descendant dans la rue, d'ailleurs, il y avait des images très fortes où elle avait été à la rencontre du peuple, ce qui montrait qu'elle savait évoluer aussi et évoluer rapidement. Et quand 5 jours après, elle a fait ce discours, finalement, les Britanniques lui ont pardonné. Donc c'était en 70 ans de règne, il y a eu 1 ou 2 événements où les Britanniques ont pu lui en vouloir, mais ça a duré quelques jours. Voilà, en 70 ans de règne, alors que vous avez des hommes politiques aujourd'hui qui traversent crise sur crise. Et c'est ça qui est assez intéressant. Olivier Cadic, en 70 ans de règne, il n'y a jamais eu de rupture finalement entre Élisabeth II et son peuple? Encore une fois, ce qu'elle représente est tellement profond. Donc, Céline a raison. Une réaction incomprise au moment du décès accidentel de Lady Di a été très vite surmontée. Moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, ça aura été l'ouverture des Jeux Olympiques à Londres, il y a tout juste 10 ans. Et quand on parle de modernité, qui pouvait imaginer de voir la reine partir avec James Bond, monter dans un hélicoptère et puis arriver dans le stade pour lancer les Jeux Olympiques. C'était toujours un clin d'œil fantastique. Elle savait se mettre vraiment tout le temps en proximité avec les Britanniques. C'est ce lien personnel. Faut imaginer, quand un Britannique allait à une garden party à Buckingham, moi j'en ai connu quelques-uns qui y allaient, c'était l'événement. Ils avaient ne serait-ce qu'un instant croisé le regard de la reine, eu un échange, je dirais, de quelques secondes. Ils revenaient de ça comme s'ils avaient vécu le grand moment de leur existence. Il faut vraiment rencontrer les Britanniques et partager ces moments-là, sentir leur émotion pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au plus profond de leur être.
Ouais, Céline Boulay-Espéronnier, elle a su évoluer avec son temps, évoluer avec son peuple, évoluer aussi avec les nouveaux outils. On se souvient de cette vidéo assez drôle avec son petit-fils, le prince Harry, justement, où elle sortait un petit peu de sa réserve et c'était une reine qu'on ne voyait pas jusque-là. C'est aussi ça la force d'Elisabeth II, d'avoir su évoluer avec son peuple. Oui, su évoluer avec son peuple. Faire ce genre, on se souvient de la vidéo avec Paddington au moment du jubilé avec tout ce monde. Mais justement, ces petits événements qui ont pu avoir lieu parce qu'elle incarnait cette stabilité et ce sérieux. Et par conséquent, ces petits événements ont au contraire montré qu'elle pouvait être une reine moderne sans toutefois écorner son image. Et c'est ça qui a été intéressant. Et quand je disais que c'était la tradition perpétuelle au détriment des stratégies de communication de l'instant, elle savait quand même instiller ces petites stratégies de communication pour montrer qu'elle était bien incarnée, bien installée dans son siècle avec le peuple britannique. Et c'est ça qui a été et qui a montré une grande intelligence chez elle d'évolution. D'ailleurs, on disait que c'était une très grande travailleuse, beaucoup de culture, très intelligente. J'entendais ce matin que les services de renseignement britanniques lui ont rendu hommage, ce qu'ils ne font en général jamais. Ils disaient que tous les jours, elle lisait leurs rapports, elle s'informait vraiment constamment. Ce sont des choses que peut-être on ignore, puisque la Constitution fait qu'elle ne parlait jamais, mais elle avait une réelle influence sur ce qui se passait en Grande-Bretagne. Elle avait un rôle bien plus politique que ce que la Constitution lui donnait. Plus politique que ce que la Constitution lui donnait. Les chefs d'État, chef du gouvernement, je crois même. Mais c'est ça qu'il y a d'intéressant à voir, à décrypter. Je pense qu'il y aura beaucoup de littérature à partir d'aujourd'hui et on pourra analyser tout ça et vraiment, on n'a pas fini de le faire. Ouais, Elisabeth II, elle entretenait une relation particulière avec notre pays, avec la France. Les Français étaient d'ailleurs attachés à la reine ce matin. Elle est en une de tous nos quotidiens régionaux. On va faire le tour des rédactions locales, justement, dans cette édition spéciale. On commence en allant à Rennes, où on retrouve Yves-Marie Robin. Bonjour Yves-Marie, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste à Ouest France. Ouest France qui, bien évidemment, fait sa une sur la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Elle était The Queen. Oui, effectivement, très, très proche géographiquement de la Grande-Bretagne, l'Ouest devait être... dans cette édition spéciale de 4 pages, dans laquelle nous pouvons admirer d'ailleurs toutes les couleurs portées par la souveraine, du vert en une, du bleu et du rouge en page intérieure et en dernière page. Nous racontons évidemment les dernières heures d'Elisabeth II et l'ambiance si spéciale régnant à Londres, en lien avec notre correspondance sur place. Nous dressons aussi un long portrait de la souveraine en dernière page, et puis nous parlons de Charles III, 73 ans, le futur roi pour lequel le plus dur commence, à la tête d'un royaume en perte de vitesse. À l'international, comme au Royaume-Uni, Elisabeth II a joué un rôle de ciment fondamental pour la couronne. L'icône quittant la scène, ce ciment tiendra-t-il, s'interroge notre éditorialiste Laurent Marchand. C'est le défi qui attend son successeur, une épreuve de vérité pour l'unité du royaume, fragilisé par le Brexit et la légitimité même du pouvoir de l'institution monarchique. Depuis hier soir, vous l'avez dit, les hommages internationaux pleuvent sur Londres, en provenance notamment de France. Dans cette édition spéciale, nous racontons également comment Elisabeth II a su entretenir des relations d'amitié privilégiées avec l'Hexagone. Et même Vincent Auriol et René Coty. La reine aimait la France, qui le lui rendait bien. Elle est souvent venue à Paris, mais aussi en Touraine, voir les châteaux de la Loire qu'elle admirait tant. Et puis, évidemment, en Normandie, sur les plages du débarquement, nous consacrons d'ailleurs un éclairage particulier à ces séjours normands. Elle y était chez elle. François Mitterrand était son chouchou, moins Valéry Giscard d'Estaing qu'elle jugeait trop snob. Pour Emmanuel Macron, la souveraine était le fil d'or relié à la France et l'Angleterre, la preuve de l'amitié indéfectible entre les deux nations. Le fil s'est aujourd'hui cassé, à Charles III maintenant de le retisser. Oui, effectivement, et tout ça, c'est à lire dans Ouest France ce matin. 4 pages spéciales consacrées à la reine d'Angleterre, évidemment. Votre une qu'on revoit, Elisabeth II, elle était The Queen, c'est à la une de Ouest France. Merci beaucoup, Yves-Marie Robin, d'avoir été avec nous. Olivier Cadic, quelle était la relation entre la reine et la France ? Je crois que l'histoire, moi j'étais pas né, mais l'histoire nous apprend que son premier voyage à l'étranger était pour la France. Elle parlait français, c'était la seule langue étrangère qu'elle parlait, si je ne me trompe pas. Je sais que beaucoup ont témoigné du fait qu'elle parlait remarquablement français. Elle est aussi celle qui aura inauguré le tunnel sous la Manche.
puisque moi, je bénéficie, sans le tunnel, je ne pourrais pas vivre de cette façon, aller et venir entre la France et le Royaume-Uni de la même manière. Donc, c'est la marque, je crois que c'était un peu un clin d'œil. Elle a réalisé quelque chose qui pouvait être, qui relevait du rêve. Et puis finalement, c'est elle qui a inauguré le tunnel sous la Manche. Je crois que vraiment, c'était une amie de la France. Le président de la République l'a mis dans son message d'hommage. C'est tout à fait vrai, c'est ce que l'on ressentait. Et je me souviens, lorsqu'elle est venue la dernière fois à Paris en 2014, ces cris à Paris de « Vive la Reine » quand elle était sur l'île Saint-Louis, ça m'a beaucoup marqué, que les Français puissent, un pays vraiment républicain, puisse créer comme ça avec autant d'enthousiasme, s'exclamer « Vive la Reine ». Oui, effectivement, les Français qui crient « Vive la Reine », est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe, Céline Boulay-Espéronnier, de la part de Français qui ont coupé la tête de leur roi et qui adoraient la reine d'Angleterre ? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elle va bien au-delà des symboles. Elle incarne tellement encore plus qu'une royauté, qu'une famille royale qui a pu être décriée. D'ailleurs, on voit la dichotomie entre la reine et le reste de la famille royale qui, somme toute, a des défauts souvent très humains. On n'a pas rappelé une chose, mais son état de santé aurait beaucoup décliné depuis qu'elle a perdu son époux. Donc c'était une mère, une grand-mère, la mère du peuple, mais c'était aussi une épouse et elle incarnait cette stabilité de couple avec ce couple fusionnel. Son roc, disait-elle, voilà, son roc, elle était un roc, elle s'appuyait sur un roc et ce qui a fait aussi sa longévité. Et l'Angleterre, c'est souvent le pays qu'on adore détester, mais ce sont nos voisins, quelque part, ce sont un peu nos frères ennemis et elle a toujours veillé à ce que finalement les relations soient fluidifiées entre la France et l'Angleterre. Elle prenait toujours la parole en français, elle avait un français excellent et quand elle disait ses discours en français, elle montrait... elle incarnait l'amitié qu'elle voulait montrer avec la France. Ouais, et elle s'est rendue à plusieurs reprises en France, dont une fois en 2004 au Sénat. Et on va voir ça avec Quentin Calmet qui nous rejoint. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane. Vous allez m'accompagner tout au long de cette édition spéciale, évidemment. Et vous avez replongé pour nous dans les archives du Sénat. En 2004, la reine Elisabeth II se rend en France pour sa 4e visite d'État. Et elle est reçue au Sénat. Voilà, 4e visite d'État sur 5 au total qu'elle a réalisées dans le pays, effectivement. Et c'est un souvenir, on peut le dire, qui est resté dans l'esprit de nombreux journalistes de la chaîne. Un des grands événements de l'époque pour Public Sénat. La reine qui est arrivée en Rolls dans la cour d'honneur du Sénat, accueillie à l'époque par Christian Poncelet, qui était le président de la Chambre haute, et également Jean-Louis Debré à ses côtés, qui lui présidait l'Assemblée nationale. Elle venait commémorer en 2004 les 100 ans de l'entente cordiale, l'accord destiné à aplanir les différents coloniaux qu'il y avait entre la France et le Royaume-Uni. L'accord qui était donc signé en avril 1904. Elle a pu comme cela inspecter la garde républicaine avec, on voit le nombre de rangées de gardes, ce qui signifie que c'est vraiment un événement très important quand il y a autant de gardes dans la cour. Et voilà, elle est ensuite allée dans la salle des conférences du Sénat. Elle y a prononcé un discours devant les parlementaires, alors pas dans l'hémicycle, mais donc dans la salle de conférence, devant le parterre des parlementaires qui étaient réunis. Voilà, on la voit qui monte l'escalier d'honneur du Sénat. Et je vous propose d'écouter un extrait de son discours dans la salle des conférences. Cet anniversaire donne un sens particulier à ma visite d'État, la 4e que j'ai effectuée en France. Pour revenir en arrière, il est l'occasion de célébrer la clairvoyance d'un accord qui allait jeter les bases d'une alliance décisive, qui aura permis à nos deux pays de traverser les turbulences du XXe siècle. Pour se tourner vers l'avenir, il nous donne à la fois l'occasion de remiser les tensions que nous avons connues récemment et de répondre aux défis et aux promesses dont sera fait demain. Voilà, vous voyez, le français impeccable, effectivement, vous le disiez, elle parlait très bien français. Elle avait appris le français avec sa nourrice, qui était d'origine belge dès la plus tendre enfance. Elle parle de tensions dans son discours. Les tensions en question, c'est le nom à l'époque de la France à la guerre en Irak. Alors, plus inattendu devant ce parterre de députés et de sénateurs, elle a loué le rôle du Parlement. Écoutez un deuxième extrait. Notre attachement mutuel
à la démocratie parlementaire est le socle de notre liberté et de nos valeurs communes. La liberté est le bien le plus précieux que nous ayons. Or, elle n'est jamais acquise. Les liens que nos deux parlements entretiennent de longue date n'ont ni l'épaisseur ni le périmètre que les deux parties souhaiteront leur donner. Les parlements continuent de jouer un rôle immense, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi dans l'édification de l'Europe de demain. Voilà, c'était en 2004. Il y aura eu encore une dernière visite d'État en 2014. Et on le sait, la France était au final le pays étranger où elle a réalisé le plus de visites. Merci Quentin, à tout de suite. Évidemment, vous revenez à mes côtés dans quelques instants. Est-ce que vous qui vice-présidez ce groupe d'amitié France-Royaume-Uni ici au Sénat, Céline Boulay-Espéronnier, le décès de la reine Elisabeth, ça peut changer quelque chose dans les relations entre la France et le Royaume-Uni? Alors juste pour revenir sur ce que je viens d'entendre, c'est un peu prémonitoire parce qu'elle rappelle le rôle essentiel du Parlement que nous allons vivre plus que jamais, faut-il le rappeler à notre président de la République dans les prochaines semaines. Donc on voit... Vous conseillez Emmanuel Macron d'écouter ce discours? Absolument. On lui rediffusera. Est-ce que votre question portait sur... Est-ce que ce décès, ça peut changer quelque chose dans les relations entre la France et le Royaume-Uni? On le rappelait, c'est vrai que c'est le pays qu'elle a le plus visité. Elle parlait impeccablement français. Oui. Il y avait un vrai attachement de la reine à la France. Oui. Il y a un attachement aussi de Charles, qui est devenu Charles III à la France. Mais est-ce que ce décès peut changer quelque chose? Bien sûr, non, mais comme vous le dites, on va voir maintenant si Charles III, God Save the King, j'ai envie de dire, va poursuivre l'action de la reine. Mais il a eu tellement de temps pour se préparer à ses côtés. Je ne doute pas que, du point de vue de la diplomatie, en tout cas, il continue cette action et continue les bonnes relations qu'il a avec la France. Je crois qu'il aime beaucoup la France, lui aussi. Je ne sais pas s'il parle français, pas à ma connaissance, un petit peu, je crois, mais je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Il est francophile, oui. Charles aussi. Pour vous, vous n'avez pas d'inquiétude sur les relations? J'ai pas beaucoup d'inquiétude. Évidemment, le Brexit complique tout. On a vu les difficultés autour de la pêche, autour des importations, autour d'un certain nombre de choses. Cela dit, la reine n'est plus. Il faut maintenant faire confiance à Charles III pour continuer cette action. Et je suis d'un naturel optimiste. C'est surtout au peuple britannique que je pense aujourd'hui, parce qu'avec la crise qu'il traverse, j'ai peur qu'il rentre dans une espèce d'inquiétude et cette disparition de la reine n'aidera pas. Voilà, donc on espère que le nouveau roi sera aussi solide que sa défunte mère, et c'est tout le bien que je souhaite au peuple britannique. Et j'aimerais me tourner vers l'avenir pour eux. Je les aime vraiment et je leur souhaite tout le meilleur. Et on va parler dans quelques secondes de l'avenir du peuple britannique. Mais un mot sur ces relations France-Royaume-Uni. Avec vous, Olivier Cadic, vous le disiez, Emmanuel Macron, bien évidemment, a réagi au décès de la reine Elisabeth. Il salue en elle une amie de la France. Est-ce qu'il faut y voir un écho à la déclaration de la nouvelle Première ministre Liz Truss, qui, elle, a refusé de dire si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi? Juste avant de répondre, je voudrais revenir sur le passage de la reine au Sénat, des témoins m'ont livré une anecdote quand elle est arrivée devant l'escalier d'honneur. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, elle avait 78 ans. Et cet escalier d'honneur qui est quand même très raide, qui est très impressionnant, je crois que les gens qui accompagnaient la reine se sont rendus compte, je dirais que c'était quand même une épreuve qui lui était imposée, qui était finalement un peu inattendue, et elle l'a fait avec beaucoup d'élégance et beaucoup de naturel. C'est pour vous montrer justement cette capacité en toutes circonstances de se dépasser. Ça peut paraître anodin, mais c'est une anecdote qui m'était revenue, que ceux qui l'avaient vécu avaient été vraiment marqués par sa façon de s'affronter. Maintenant, effectivement, je pense que le président de la République sait manier justement les messages, je dirais, à plusieurs niveaux. En exprimant ça de cette manière, évidemment, beaucoup y ont lu un message à la Première ministre, en espérant qu'elle serait inspirée par l'approche de la reine d'Angleterre, celle qui justement savait être au-dessus de tout, never explain, never complain, celle qui était capable justement d'affronter toutes les circonstances et d'être rassurante. Je pense qu'elle va beaucoup manquer peut-être à la Première ministre. Il est évident que les chefs d'État, enfin les chefs de gouvernement pouvaient se confier à la reine, avoir son sentiment, en sachant que absolument rien ne transparaîtrait de leurs échanges.
Je pense que c'est très important pour un Premier ministre, un chef de gouvernement, de pouvoir avoir ce regard, ce miroir, cet appui. Ça a été d'ailleurs remarquablement dit par le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui a expliqué sa relation avec la monarque, qui justement lui donnait des conseils et qu'elle allait lui manquer. Je crois que c'était important pour nous, effectivement, de pouvoir compter sur la reine pour faire passer ces messages au Premier ministre. Il y a eu aussi un symbole quand elle avait fait son discours au moment du Brexit, où elle avait fait son discours en portant une tenue qui avait les couleurs de l'Union européenne. Là encore une fois, never explain, mais elle savait aussi peut-être faire passer des messages subliminaux. Et dans ces tenues, vous faites bien de le dire, effectivement, ces tenues qui ont été beaucoup commentées, mais ces tenues, elles servaient aussi à faire passer ces messages politiques? Certains l'ont pris comme ça. Ceci étant, elle a toujours scrupuleusement respecté la règle de ne justement jamais interférer avec la politique nationale, de toujours rester au-dessus, d'être le ciment, le lien. Et je crois que ça a été, tout le monde le reconnaît, a été parfaite. Céline l'a rappelé, pendant 7 décennies, 70 ans. On a fêté ce jubilé, on était reçus, les parlementaires ont été reçus à l'ambassade du Royaume-Uni pour l'occasion. C'est un règne exceptionnel et pendant 70 ans, elle a su tenir cette ligne. Et Charles III, le prince Charles, désormais le roi Charles III, lui succède. Comment on succède à quelqu'un qui a régné pendant 70 ans et qui a marqué à ce point l'histoire? Le prince Charles a eu le temps, le roi maintenant, a eu le temps de se préparer au contact de sa maman et de se préparer à toutes les éventualités. Évidemment, il va y avoir une comparaison. Elle était tellement populaire, mais c'est son fils. Il y aura incontestablement une lune de miel. Il passe pour quelqu'un de très intelligent. Il saura donc s'adapter et assurer cette continuité. D'autant que Liz Truss, qui vient d'arriver, va avoir fort à faire. C'est la 3e femme Premier ministre de l'histoire de la Grande-Bretagne. Le monarque, qui était une femme, disparaît. C'est aussi un symbole. Le nouveau roi est donc un homme. Et Liz Truss, si elle déçoit les Britanniques dès le début, parce qu'elle est déjà controversée dès le début de son arrivée au pouvoir, ça va être très difficile pour elle, parce qu'il y aura inévitablement une forme de comparaison. Je le pense. Mais là, c'est une période d'incertitude que ça fait avec le nouveau roi. Oui, c'est une période d'incertitude qui s'ouvre parce qu'on l'a dit, beaucoup, Elisabeth II a incarné la stabilité. Là, dans la même semaine, les Britanniques ont une nouvelle première ministre et un nouveau roi. Oui. Est-ce que c'est une période d'incertitude qui s'ouvre au Royaume-Uni? C'est une période d'incertitude énorme, une triple crise, comme je vous le disais, avec une crise économique qui est majeure. Donc c'est une période d'incertitude énorme. Je pense que les Britanniques, même si c'était inévitable, n'avaient pas besoin de cette tristesse-là à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y a un effet de sidération parce que, quelque part, ils avaient fini par penser que la reine était immortelle et ils espéraient, même s'ils savaient qu'elle avait des ennuis de santé, gagner quelques mois, ce qui aurait permis d'aplanir peut-être cette période de difficulté liée à la guerre en Ukraine, au contexte international. Et le fait est qu'elle disparaît au moment où la Grande-Bretagne est en proie à des difficultés majeures. Alors, il faut espérer que tout ça s'améliorera et souhaiter un bel avenir au peuple britannique. Mais en attendant, on est en empathie avec eux. J'allais dire presque au niveau mondial à la place de la reine, qu'il l'a toujours été. Il faut peut-être les soutenir moralement. Oui, et Olivier Cadic, vous qui évidemment connaissez bien le Royaume-Uni, on le rappelle, ça fait 25 ans que vous y habitez. Est-ce que les Anglais accueillent favorablement Charles III ou est-ce qu'ils auraient préféré que ce soit William qui succède directement à Elisabeth II? On va regarder la cote de popularité. William était juste derrière sa grand-mère dans un dernier sondage qui date d'il y a quelques mois. Charles n'est que 7e dans la cote de popularité. Comment il va être accueilli, Charles III, par les Anglais? Je pense que sa cote de popularité va monter, puisque naturellement, il succède à la reine. Je pense que tout le monde l'attend comme roi. Il n'y a pas de surprise. Il remplaçait la reine dans beaucoup de cérémonies depuis quelque temps. Il tenait le rôle puisque la reine ne pouvait plus participer, aux événements comme elle le faisait par le passé. C'est d'ailleurs le prince Charles qui était là avec Emmanuel Macron pour le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Donc, je pense que de ce côté-là, il n'y aura pas de problème.
Maintenant, vous savez, la problématique de l'instabilité au Royaume-Uni qui a démarré avec le référendum du Brexit, faut quand même être conscient qu'on a eu depuis 2016 4 premiers ministres au Royaume-Uni. Donc là, ça commence à faire vraiment beaucoup quand on compare à 15 premiers ministres sur 70 ans. Donc vous voyez un peu la difficulté qu'ont les Britanniques. La première ministre aujourd'hui, Liz Truss, on n'imagine pas qu'elle va faire un long mandat comme première ministre non plus. Donc on sent que la vraie difficulté au Royaume-Uni aujourd'hui maintenant, c'est de retrouver une stabilité suite au référendum du Brexit, de retrouver un petit peu justement une cohérence aussi dans la direction et dans les objectifs. On voit qu'on est dans un niveau de crise très important avec des grèves à répétition. On sent que maintenant on rentre dans un moment où ça va être très lourd. La crise Covid a atténué le fait que les conséquences du Brexit, maintenant elles apparaissent de plus en plus aux Britanniques qui commencent à mesurer l'impact de la sortie de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, et le président de la République l'a très bien dit, en fait, le Royaume-Uni est forcément un allié de la France, de l'Union européenne. Ils vont traverser une crise, ils traversent une crise profonde. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se détourner, il va falloir continuer à leur tendre la main. Et si eux-mêmes ont des difficultés, il faudra être patient maintenant, même parfois pour d'eux. Et un mot de conclusion avec vous, Céline Boulay-Espéronnier, sur l'avenir. On a vu cette cote de popularité de Charles. Alors, Kate Middleton et le prince William, qui sont maintenant prince et princesse de Galles, sont 2 et 3 auprès des Britanniques dans la popularité. Camilla et le roi Charles III ne sont que 7 et 8. Ça va être le premier défi, ça, de Charles, de se faire aimer de son peuple? Ça va être le premier défi. De toute façon, comme je vous le disais, c'est la stabilité et le sens du devoir au détriment des stratégies de communication. Si, au vu des sondages, le prince Charles décidait d'écouter le peuple et de se destituer au profit de son fils, il mettrait à mal toute cette stratégie qui a fait le succès de la reine et la stabilité et le fait qu'elle ait incarné l'unité et le destin du peuple britannique. Il a donc intérêt, selon moi, à s'ancrer dans cette tradition. On dit de lui qu'il aime communiquer au détriment de ce que lui impose la Constitution et qu'il aime parler sur l'environnement, sur d'autres sujets. Ce qui lui est parfois reproché. Ce qui lui est reproché parce qu'il peut parler à tort et à travers. Et paradoxalement, l'un des succès de la reine d'Angleterre, ça a été de ne jamais parler en public. Vous savez qu'on reproche souvent trop aux politiques de s'exprimer. Il ne faudrait pas que le prince Charles soit trop dans la rupture par rapport à ce qu'a incarné sa mère, surtout, encore une fois, à un moment où le peuple britannique a besoin de stabilité et de réassurance. Merci beaucoup. Merci Céline Boulay-Espéronnier d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci également Olivier Cadic d'avoir été avec nous à distance. Merci de nous avoir fait part de votre réaction, vous qui vivez au Royaume-Uni depuis 25 ans. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.